L'histoire des rayons X et de la radioactivité débute en 1895, dans une époque d'essor industriel, de progrès, de modernité, mais aussi d'insouciance. Les médecins s'emparent immédiatement de ces rayonnements dont ils ne connaissent pas la nature, mais qui semblent si bénéfiques pour les malades. Ils constatent cependant rapidement que, maniés sans précaution, ils entraînent des rougeurs, des brûlures, voire des ulcérations sur la peau. Ainsi, dès 1904 en France, Antoine Bécler, éminent radiologue, attire l'attention de ses confrères sur les effets nocifs des rayonnements et préconise des mesures de protection. Mais l'enthousiasme des médecins et leur foi en la science sont si forts qu'ils se croient à l'abri, comme immunisés, et qu'ils appliquent peu les consignes. Environ 400 d'entre eux meurent à travers le monde, victimes des rayonnements. La radioprotection prend son véritable essor dans les années 1920 avec les travaux du Suédois Rolf Sievert, un véritable pionnier dans ce domaine. La technique de contrôle des expositions qu'il développe est grandement facilitée par la mise au point du fameux compteur Geiger-Müller en 1928 qui permet de mesurer ces rayonnements. C'est cette même année que d'éminents radiologues européens créent la Commission internationale de protection contre les rayons X et le radium et fixent la première limite d'exposition. Elle s'adresse essentiellement aux radiologues et radiothérapeutes. En respectant cette limite, ils évitent les effets qui apparaissent rapidement et à coup sûr au-dessus d'un certain seuil d'exposition. L'idée que les effets des rayonnements sont précoces et n'apparaissent qu'au-delà d'un certain seuil ne va pas résister à l'épreuve des faits. Il y a d'abord des publications scientifiques isolées qui suggèrent un lien possible entre l'exposition aux rayonnements et le cancer, et puis les travaux du généticien américain Hermann Müller concernant de possibles effets sur la descendance des personnes exposées. Il y a ensuite l'affaire des anciennes ouvrières américaines de l'industrie horlogère au début des années 1930, chez lesquelles on constate une augmentation anormale du nombre de cancers de la bouche. Malgré la réticence des industriels, on finit par admettre qu'il s'agit d'effets tardifs induits par le radium contenu dans la peinture que les ouvrières avaient ingérée en affinant la pointe de leur pinceau avec leurs lèvres. Face à ces divers signaux, et compte tenu de l'incertitude sur l'existence d'une valeur seuil pour ce type d'effet tardif, un tournant dans la radioprotection s'opère en 1942 sous l'impulsion du docteur Robert Stone aux États-Unis. Ce dernier est responsable de la protection sanitaire des 130 000 personnes, parmi lesquelles les meilleures têtes de la physique et de la chimie, qui travaillent à mettre au point la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Pour protéger ce personnel, y compris celui qui reçoit des expositions faibles, il décide d'appliquer une nouvelle règle de conduite. Maintenir les expositions aussi bas que possible en dessous de la limite pour les travailleurs. Parallèlement, pour lever les incertitudes sur les effets des faibles expositions, il engage un vaste programme de recherche expérimentale qui marque la naissance de la radiobiologie. La mise en évidence d'un nombre accru de leucémies parmi les survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et la course aux essais atomiques atmosphériques au début des années 1950 accélèrent la prise de conscience internationale. Il devient nécessaire d'adopter une attitude de prudence vis-à-vis des rayonnements. L'émotion suscitée par l'affaire du Lucky Dragon, ce navire de pêche atteint par les retombées radioactives de l'essai américain sur l'île de Bikini, dans le Pacifique, en 1954, conduit l'Organisation des Nations Unies à créer, l'année suivante, un comité scientifique international chargé d'étudier les effets des rayonnements. Ce comité reste à ce jour la référence dans ce domaine. Parallèlement, la Commission internationale de protection contre les rayons X et le radium, rebaptisée après la guerre CIPR, Commission internationale de protection radiologique, joue la prudence.
Elle abaisse la limite d'exposition pour les travailleurs et introduit une limite d'exposition pour le public en 1954. Ces deux limites seront une fois encore abaissées en 1990 à la lumière des connaissances accumulées, notamment sur l'exposition des survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et leurs conséquences sanitaires. Le doute sur les effets des faibles niveaux d'exposition au rayonnement, alliés aux enjeux considérables de leurs applications dans le domaine médical et surtout dans l'industrie nucléaire, vont donner un élan à la recherche probablement sans équivalent dans le domaine des risques auxquels l'homme est exposé. La France, comme les autres pays industrialisés, engage de grands programmes de recherche. Je dois d'ailleurs dire que dans ce domaine des recherches et des recherches d'ordre biologique et médical sont encore absolument nécessaires. Les biologistes et les médecins ont été certainement pris de court par les progrès de la physique atomique et beaucoup d'entre nous s'efforcent à l'heure actuelle de s'attacher à obtenir une solution de ces problèmes qui conditionnent dans une grande mesure l'état de santé de l'ensemble des populations et de leur descendance. La radiobiologie, née pendant la guerre, va se développer dans les décennies suivantes. Progressivement, les chercheurs vont mieux comprendre les effets des rayonnements ionisants à l'échelle de la cellule et de ses constituants, en particulier après la découverte de l'ADN en 1953. Toutes les molécules sont affectées par les rayonnements, mais c'est lorsque l'ADN est touché que les conséquences sont les plus importantes. Une forte exposition entraîne des lésions irréparables de l'ADN et la mort d'un nombre important de cellules qui se traduira selon les conditions d'exposition par des effets allant de la modification de la formule sanguine jusqu'au décès. Une exposition plus faible provoque des lésions qui sont bien réparées dans presque tous les cas. Dans quelques cas, les lésions sont mal réparées et peuvent conduire à une cellule cancéreuse. Le développement d'un cancer ne peut pas être prédit à l'échelle d'un individu. C'est pourquoi, à côté de la radiobiologie, se développe une science nouvelle, l'épidémiologie, qui permet d'évaluer le risque associé aux expositions à l'échelle d'une population. Elle conforte progressivement les connaissances sur les effets tardifs qui se manifestent au hasard parmi les personnes exposées et qui ne sont repérables qu'en faisant appel à des calculs statistiques. Un demi-siècle de recherche a considérablement fait progresser les connaissances sur les effets des rayonnements, mais n'a cependant pas permis de lever toutes les incertitudes concernant le risque aux faibles expositions. Des incertitudes qui alimentent la controverse entre les experts. Controverse qui, elle-même, suscite des interrogations dans le public. Face à ce constat, la prudence reste de mise, et le souci de maintenir les expositions aussi bas que raisonnablement possible demeure la pierre angulaire de la radioprotection.